Chapitre 1. La fête à Willowbrook. C'était une journée d'une luminosité inhabituelle dans le village de Willowbrook. Le soleil d'août, doux plutôt que brûlant, projetait sa lumière dorée sur la verdure, où la fête paroissiale annuelle battait son plein. Des tables chargées de génoises, de confitures et de nappes cousues main étaient dressées sous des banderoles flottantes, tandis que les enfants s'agitaient en poussant des cris stridents, déterminés à remporter des prix au stand de coco ou de houpla. La fanfare de Marlécombe jouait avec enthousiasme, quoique pas toujours à l'unisson, et la femme du pasteur rayonnait de bienveillance, son chapeau à larges bords orné d'une grappe de pivoine particulièrement agressive. Miss Jane Marple, assise sur une chaise en bois, un peu à l'écart des festivités, observait la scène avec son intérêt habituel. Elle appréciait ces occasions, non pas pour la gaieté qu'elle trouvait plutôt épuisante, mais pour les occasions qu'elles offraient. Une fête, après tout, rassemblait tout le village, les travailleurs et les oisifs, les généreux et les mesquins, les innocents et les coupables. Sa longue expérience lui avait appris que de tels rassemblements révélaient souvent bien plus d'humanité que les personnes concernées ne l'auraient souhaité. Ce matin-là même, elle avait rappelé à sa femme de chambre qu'on en apprenait autant sur quelqu'un en coupant une part de gâteau aux graines qu'en lisant n'importe quel mot. « Remarque toujours les petits détails, Florence, » avait-elle dit. « La nature humaine finit toujours par s'exprimer, même dans les plus petites habitudes. » Maintenant, dans l'effervescence de la fête de Willowbrook, les yeux bleu pâle de Miss Marple parcouraient doucement la foule. Elle observait Madame Linton, rouge de fierté devant ses dahlias primés, dissimulant à peine son agacement lorsque son mari laissa tomber maladroitement sa glace sur son pantalon. Elle remarqua M. Carter, le notaire du village, s'adressant avec un peu trop d'empressement à la jeune Madame Rawlings, dont le rire suggérait que son hilarité était destinée à lui seul. Ces choses n'étaient pas importantes en elles-mêmes, bien sûr, mais elles étaient des schémas, des indices, des fils conducteurs de la vie. C'est juste au moment où Miss Marple savourait une modeste part de biscuits Victoria, achetés en franchise de droits au stand du Women's Institute, que le premier cri perça l'air chaud de l'été. Aussitôt, la musique s'éteignit. Un frisson de malaise parcourut la foule tandis que les visages se tournaient vers le son. Deux garçons traversèrent la cour verte, le visage blême, balbutiant que quelqu'un était tombé contre le mur de l'église. Miss Marple se leva avec plus d'agilité qu'on ne l'aurait cru d'une octogénaire. Les gens accoururent dans la même direction, murmurant, chuchotant. À l'orée du cimetière, une petite foule s'était déjà rassemblée. Miss Marple se faufila discrètement mais déterminée. Là, à moitié affalé contre le mur de pierre, gisait un homme. Son visage était tourné vers le ciel, gris et étrangement paisible. Une petite tache sombre maculait le col de sa chemise blanche. Ses yeux, aveuglés, fixaient le ciel lumineux de l'été. C'était M. Harold Atwood, propriétaire foncier local, patron de la fête, et non, Miss Marple le savait, une figure universellement aimée. Il y eut un silence, rompu seulement par le cri aigu de Madame Linton. « Oh mon Dieu !» et les aboiements lointains d'un chien. Puis le brouhaha commença. Questions, spéculations, l'insistance stridente de quelqu'un appelant le médecin. Miss Marple baissa la tête, non pas pour déranger, mais pour observer. Le sang sur la chemise de M. Atwood était en petite quantité, mais étrangement placé. Son expression, elle aussi, semblait anormale. Elle baissa les yeux et son regard perçant remarqua quelque chose. Un fragment, rien de plus qu'un fil qui se colla à la pierre. Elle le remarqua, le cacha discrètement dans son esprit. Le médecin arriva, affairé et grave. La police fut appelée. Pendant ce temps, la foule grossissait, murmurant et spéculant. « Une crise cardiaque, très probablement, » murmura quelqu'un. « Abattu, je dirais, » murmura un autre avec une délectation sinistre. « Suicide » suggéra un troisième. Miss Marple ne dit rien. Elle se contenta de croiser soigneusement les mains devant elle et de regarder non pas le corps, mais les visages des villageois.
Elle nota de la peur, de la curiosité, du soulagement et, oui, pensa-t-elle, peut-être une lueur de satisfaction ici et là. La fête était oubliée, les gâteaux étaient abandonnés, les noix de coco non réclamées. Sous le ciel serein d'août, la paix de Willowbrook avait été brisée, et Miss Marple, qui avait déjà vu de telles choses auparavant, sut immédiatement. Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre. Chapitre 2. Potin au Green. En fin d'après-midi, les banderoles pendaient mollement dans l'air immobile, et les tables de la fête, si soigneusement dressées avec des éponges et des pots rutilants de gelée de groseille, ressemblaient à un décor abandonné à la fin d'une matinée. Les caisses des fanfares étaient ouvertes comme des bouches béantes le long de la pelouse. Willowbrook, absorbé quelques heures auparavant par l'arithmétique innocente des sous et des prix, se débattait maintenant avec un calcul nouveau et inhabituel, qui s'était trouvé près du mur de l'église et Caen, qui avait parlé pour la dernière fois à Harold Atwood, qui s'était enfui, qui avait eu gain de cause. Il est dans la nature des villages anglais que les nouvelles empruntent deux voies distinctes, l'annonce publique et la déduction privée, et cette dernière est de loin la plus rapide. Avant même d'apercevoir la voiture de la police du comté au détour de Rose Cottage, on aurait pu entendre dans le salon de thé près de la poste que M. Atwood avait été abattu à bout portant avec une arme montée comme un étui à cigarette, ou qu'il s'était étouffé avec une friandise, ou, dans une version plus romantique, chère aux jeunes esprits, qu'une amante jalouse l'avait tué avec une épingle à chapeau. La théorie est une chose chaude entre des mains froides. Miss Marple, qui était retournée au pré d'un pas décidé après avoir donné son nom et son adresse au constable de Marleycombe, trouva la femme du vicaire, Madame Pritchard, assise plutôt faiblement sur un tabouret de camping, un flacon de sels odorants serré entre ses gants. Les sels, bien couverts avec cérémonie, semblaient tout à fait cérémonieux. Le teint de Madame Pritchard, d'un rose soutenu, ne l'avait pas quittée. « Ma chère Miss Marple, » dit-elle aussitôt en saisissant délicatement la manche de Miss Marple, « vous me direz que ce n'est pas un meurtre. Je ne peux pas tolérer de meurtre à notre fête. Cela porterait préjudice au comité. » « Les comités ont bien des choses à voir, » dit Miss Marple d'un ton apaisant, « mais un meurtre rejaillit sur la nature humaine, qui dépasse tout comité. Puis-je siéger ?» Elle s'assit et s'efforça de lisser le lin de sa jupe d'une manière qui, pour quiconque la connaissait, trahissait l'attention plutôt que l'agitation. Une légère brise agita les banderoles et apporta des odeurs d'herbes piétinées et de limonade. De l'autre côté de la pelouse, le docteur Pembroke était retourné au cimetière avec un homme en civil qui, bien que sans uniforme, avait l'air professionnel, précisant les détails et les faits compilés. C'était un homme mince et brun, à l'œil vigilant, et tandis qu'il avançait, les silhouettes plus petites des agents de police du village sautillaient dans son sillage comme des canetons suivant un signe. « Inspecteur Lennox, » murmura aussitôt Madame Pritchard, avec la gravité de quelqu'un qui fournit des informations utiles. « Du comté. Tellement efficace, paraît-il. Il a réglé cette affaire à Marleycombe l'hiver dernier. L'apprenti boucher et le prix de la bague. Quelle belle voix à l'enquête. » Miss Marple inclina la tête, ce qui pouvait passer pour un acquiescement ou un simple signe de politesse. Son regard, bienveillant et errant, embrassa le massif de géranium, les cordes du chapiteau relevées, le porche de l'église dont l'ombre, telle une bouche sombre, se détachait sur les pierres. Une jeune femme passa rapidement devant eux, son chapeau tenu d'une main pour se protéger du vent. Elle ne regarda ni à droite ni à gauche. « Madame Rawlings, » dit Madame Pritchard d'un ton qui se traduisait aisément par « celle-là ». Complètement bouleversée, la pauvre. Elle était là tout à l'heure avec ce gâteau au ruban bleu. Bien sûr, elle est très jeune et on ne peut pas s'attendre à... Mais non. Je serai charitable. La charité, répliqua Miss Marple, est souvent la plus grande économie. Elle nous évite de dépenser trop en remords. Qui d'autre est vraiment vaincu ? Le visage de Madame Pritchard s'éclaira. Eh bien,
Monsieur Carter, l'avocat, est très pâle, mais il n'est pas robuste et la chaleur a été éprouvante. Le colonel Baines était dur comme fer, comme on pourrait le supposer. Les militaires le sont si souvent, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sans ordre. Les deux fils de Madame Linton ont découvert. Elle toussa délicatement, et sont tombés malades, l'un après l'autre, dans le bosquet. Cela ne fera aucun bien aux hortensias. Et Edmund Craythorne, vous vous souvenez, le libraire à la moustache malchanceuse, a raconté à tout le monde que M. Atwood avait un cœur fragile et que c'était tout à fait naturel. Il parle avec une assurance particulière parce qu'il a lu un article dans le Illustrated London News, un périodique très instructif, dit Miss Marple. Et la famille de M. Atwood? Le ton de Mme Pritchard changea, comme lorsqu'on ouvre la porte d'une nouvelle pièce. Il y avait sa sœur, Mademoiselle Edith Fenwick, une personne si compétente. Sinistrement, elle était capable, si je puis me permettre. Elle contrôlait la tombola comme un régiment à la parade. J'avoue que j'admirais ses shillings et ses 6 pence bien rangés. Elle est allée au manoir, naturellement, pour s'occuper des préparatifs. La gouvernante, Madame Beckett, une bonne âme de l'ancien temps, l'a emmenée. Et voici la nièce, la pauvre petite Clara Godfrey. Elle n'est pas vêtue de noir, bien sûr. Comment le pourrait-elle? Bien sûr, même si cela semble cruel. Vert pâle et d'une teinte qui ne pardonne pas. Mais les filles ont si peu de notions maintenant, et tellement de notions. Elle était avec ce jeune monsieur Lionel Reed. Une assurance, m'a-t-on dit. Je déplore la modernité de ce concept, mais c'est ainsi. On parle de risque comme si c'était de la confiture. Le vert est une couleur trompeuse, dit Miss Marple avec douceur. Il flatte là où il ne devrait pas, et trahit là où il devrait cacher. Elle regardait maintenant le portail de l'église. Un homme s'était arrêté là. Monsieur Carter, l'avocat, en effet, la main sur la ferronnerie. Il ôta son chapeau, s'essuya le front et regarda, non pas le sol où la tragédie avait eu lieu, mais au loin, vers les ifs à l'extrémité nord de la cour, comme si leur seule forme l'offensait. Il existe une manière pour ceux qui se détestent de ne pas se regarder. Miss Marple l'avait observé depuis des années, dans les salons et les brocantes, et on aurait presque pu tracer des lignes d'aversion à travers Willowbrook, comme un géomètre trace des contours. Le regard de M. Carter évita le chemin menant au porche avec une précision qui, pensa-t-elle, n'était pas fortuite. La jeune Madame Rawlings, se dépêchant, parvint à ne pas croiser le regard d'une femme d'âge mûr, aux cheveux relevés en un chignon sévère, au-dessus de chaque oreille. Miss Dorothea Vale, auteure de petits romans au titre sinistre. Et le colonel Baines, avec son habitude de paraître au garde-à-vous même assis, laissa son regard traverser M. Lionel Reed comme si le jeune homme n'était rien, moins que rien, comme s'il était de l'air, et de l'air insensé qui plus est. L'inspecteur Lennox sortit du cimetière et traversa la place d'un pas décidé. Il s'adressa d'abord à un agent de police, puis au docteur Pembroke, et enfin, comme s'il choisissait un morceau pour conclure un repas bien mérité, il s'approcha de la femme du pasteur. « Madame Pritchard, » dit-il d'une voix agréable, calme mais précise, « nous aurons besoin d'une liste de ceux qui ont travaillé au stand et de ceux qui ont exercé une fonction officielle cet après-midi. Juges, marchands, fanfares, etc. »« Bien sûr, inspecteur, » dit Madame Pritchard en se levant avec un léger froissement de détermination. « Nous tenons de très bons registres. Je dis toujours que le papier est un bienfait pour la mémoire. »« Tout à fait, » dit l'inspecteur Lennox sans la moindre hilarité. Il regarda ensuite Miss Marple, qui avait la fâcheuse habitude d'être ignorée jusqu'à ce qu'elle disparaisse. « Madame. »« Inspecteur, » dit Miss Marple avec une légère inclination. Elle trouvait très agréable que des hommes qui s'occupèrent des faits puissent de temps à autre se montrer si respectueux envers les vieilles dames. « Vous étiez parmi les premiers à arriver au mur de l'église, » dit Lennox. « Vous avez observé le défunt ?»« J'ai observé M. Atwood, » dit Miss Marple, « comme on observe le temps, d'assez près pour prendre un parapluie. Mais vous obtiendrez tous les éléments importants auprès du docteur Pembroke. Les vieux yeux sont plus doués pour tricoter que pour la pathologie. » Les lèvres de l'inspecteur esquissèrent un bref mouvement qui, chez un autre homme, aurait été un sourire. « Même ainsi, madame. Parfois, le tricot voit ce que la pathologie ne voit pas.
Les mains de Miss Marple, jointes l'une sur l'autre, restaient parfaitement immobiles. « J'ai remarqué, dit-elle, qu'il y avait très peu de sang. Je ne connais pas le meurtre au-delà de ce que n'importe quelle vieille femme peut déduire des journaux et de la nature humaine. Mais j'ai connu des accidents où il y a eu beaucoup de sang sans aucun décès, et des décès où il n'y en a eu pratiquement aucun. Le col de M. Atwood était taché, mais pas trempé. Cela m'a fait penser à une piqûre, peut-être, plutôt qu'à une blessure. J'ai aussi pensé, et ici sa voix devint presque désolée, qu'il y avait une légère odeur, comme de la fumée, mais pas du tabac. Une odeur qu'on sent lorsqu'on s'éteint une bougie ou qu'on brûle un foyer réduit en cendres. Ce n'est peut-être rien. Je n'en parle que parce que le vent a soufflé, pendant quelques instants, vers moi. Le regard de Lennox s'éclaircit. « Merci, madame. Et qui avez-vous vu près du cimetière avant que l'alerte ne soit donnée ?»« Les gens ont vu moi, » dit Miss Marple doucement, « plutôt que moi. Dans les fêtes, on regarde toujours les gâteaux. Mais je me souviens de M. Carter traversant précipitamment, car son lacet était défait et traînait. Il ne s'arrêta pas pour le renouer, et la jeune Madame Rawlings sortit du porche avec un air trop joyeux pour être sincère. Puis, un instant plus tard, elle poussa un cri. Le colonel Baines jouait aux quilles avec les enfants, et les grondait admirablement. Miss Edith Fenwick discutait avec un employé de la compagnie de gaz au sujet de la location des lampes. Et M. Lionel Reed examinait l'angle d'une noix de coco comme s'il s'agissait d'une position ennemie. « Très bien, » dit l'inspecteur Lennox. Il prit note. « Si vous pensez à autre chose, quoi que ce soit, veuillez me faire venir à la mairie. » Il s'éloigna alors avec cet air de neutralité efficace qui est, à sa manière, aussi dramatique que n'importe quelle annonce. Et les ragots, qui avaient été brièvement tenus en échec par sa présence, se déroulèrent de nouveau à voix basse et en murmures judicieux. « Du poison, » dit Madame Pritchard, essoufflée, dès qu'il eut le dos tourné. « Vous pensez au poison. Oh là là, le comité ne s'en remettra jamais. » « Les comités, » observa Miss Marple, « ont plus de vie que les chats. On les tue sans cesse et ils s'arrangent toujours pour se réunir à nouveau jeudi prochain. » Elles se séparèrent avec affection. Madame Pritchard retrouva ses listes et ses notes. Mademoiselle Marple fit un petit tour dans la verdure. Elle marcha là où il y avait eu du mouvement et là où régnait le silence. Elle regarda l'herbe, qui garde les secrets mieux qu'on ne le pense, et le mur de l'église, qui les conserve plus longtemps. Elle ne se baissa pas, elle ne dérangea rien. Elle laissa simplement son regard se poser sur les endroits où les mains se posent naturellement, sur les bords, dans les coins, sur les pierres rugueuses du portail du cimetière, où l'on pourrait poser un gobelet en carton ou appuyer une épaule sans se faire remarquer. Près du porche de l'église se dressait un tréteau sur lequel étaient rangés les pots de confiture de Madame Linton. Il était vide maintenant, à l'exception d'un ticket déchiré indiquant « Cassis », pépins filtrés, un tiret moins, et d'une tache sombre et brillante que les guêpes examinaient assidûment. Miss Marple resta un instant immobile, non pas à cause de la tache qui indiquait seulement que les guêpes ont des goûts démocratiques, mais à cause du pied du tréteau. Curieusement, une tache comme de la suie y était visible. Il se pourrait bien que ce ne soit rien du tout. La suie est une voyageuse curieuse. Vous cherchez de bonnes. « Affaire, Miss Marple ?» dit une voix masculine et agréable, avec une pointe de moquerie. C'était M. Lionel Reed, très coiffé et très correct dans sa cravate, couleur vin coupé d'eau. « J'ai fait la plupart des bonnes affaires que la vie m'offre, » dit Miss Marple en lui souriant. « Je me demandais combien il doit être difficile de se débrouiller à deux mains quand on est censé servir, vendre et tenir la comptabilité. On est tenté d'appuyer les choses les unes contre les autres. » Il rit. « Une tentation universelle. Puis-je vous raccompagner chez vous ? Le Green n'est pas encore prêt cet après-midi. »« C'est très gentil, » dit Miss Marple, « mais j'ai une petite commission à faire à l'église. Mon club de jardinage m'a offert les lys. »« Alors, laissez-moi porter votre réticule, » dit M. Reed d'un ton léger. « Ma mère m'a appris que le premier devoir d'un gentleman est d'être superflu. Une doctrine très avancée,
dit Miss Marple. Mais elle ne lui tendit pas son réticule. À l'intérieur de l'église, un silence pareil à de l'eau fraîche sur le visage régnait. L'air était chargé d'un parfum de pierres et de fleurs. Le chœur était orné de lits blancs, et au-delà de l'autel, les petits carreaux colorés de la fenêtre écréaient une douce lumière. Miss Marple avança de quelques pas, puis s'arrêta. Il est remarquable de voir tout ce qu'une personne qui ne prie pas peut apprendre dans une église. Au fond, près du tronc des pauvres, Miss Dorothea Vale, la romancière, se tenait immobile. Elle avait l'air de quelqu'un qui attend que sa nervosité se calme et obéisse. Elle sortit un mouchoir de son sac, s'en tamponna le coin de l'œil et se ressaisit. En voyant Miss Marple, elle tressaillit, puis esquissa un sourire empreint d'une certaine amertume. « Terrible, » dit-elle à voix basse. « Terrible pour le village. Terrible pour l'art, si on y pense. On ne peut pas écrire près quelque chose comme ça. Il faut soit se laisser emporter par le mélodrame, soit ne rien écrire du tout. L'art, dit Miss Marple, a supporté pire. Ce sont les êtres humains qui me troublent. Ils ne sont pas aussi robustes. » Mademoiselle Vale soupira. « Vous avez raison, bien sûr. Monsieur Atwood n'était pas apprécié de tous, je suppose, mais personne ne l'est. » Miss Marple ne répondit rien. Elle avait appris depuis longtemps que le silence n'est pas seulement d'or. Il est parfois un filet. « Il est venu à mon chalet la semaine dernière, » poursuivit mademoiselle Vale comme si le réseau avait fonctionné. « Il souhaitait que je lui lise une lettre. Elle lui avait été envoyée, et il pensait, disait-il, qu'une femme saurait si elle avait été écrite par une femme. J'ai trouvé cela insultant, naturellement, et je l'ai dit. Néanmoins, je l'ai lu. Une écriture enfantine, une grammaire médiocre, un sentiment encore pire. Tu brûleras comme nous avons brûlé, ce genre de choses. Je lui ai dit que c'était un canular. Il a ri. Je n'ai pas aimé sa façon de rire. Brûler, répéta doucement Miss Marple. C'est un mot bien fort. Il y a eu un incendie au manoir au printemps, dit mademoiselle Vale, comme pour répondre à une question non posée. Pas grand-chose, paraît-il. Un petit débarras dans l'aile ouest. Mais le village insistera pour faire des étincelles une poésie. Monsieur Atwood était parcimonieux dans ses réparations. Il détestait dépenser pour des choses qui ne se voient pas. Elle haussa légèrement les épaules. Et maintenant, ceci. Oh, mademoiselle Marple, j'aimerais avoir plus de courage pour m'y intéresser. On dénature souvent le courage, dit Miss Marple. Ce n'est pas toujours galoper. Parfois, c'est rester immobile. Elle quitta Miss Vale avec un léger signe de tête et alla contempler les lys. La composition avait été réalisée par Madame Pritchard, avec une rigueur qui rappelait Madame Pritchard elle-même à Miss Marple. Elle se pencha sans excès vers la base du chandelier de bronze. La cire avait coulé autrefois dans la rainure où la tige rejoignait la base, et, peut-être seulement, le bronze semblait terne, comme si on y avait essuyé quelque chose avec un chiffon imparfaitement propre. Une vieille église accumule la grisaille comme un jardin accumule les feuilles, et pourtant ce coin semblait plus frais que les autres. Dehors, de nouveau, les jeunes hommes emportèrent les derniers cerceaux. Une charrette avec marlécombe bande. Des lettres légèrement gravées dessus s'élevaient en cliquetant vers la ruelle. Et avec cette prompte réaffirmation des habitudes qui appartient aux Anglais aussi profondément que le cricket et la pluie, le village commença à se préparer pour le thé. La tragédie serait évoquée à l'abri des tasses en porcelaine. La peur serait légèrement adoucie. Et les certitudes, ce pain fragile de la société, seraient tranchées avec précision pour accompagner la confiture. Miss Marple rendit visite à Madame Linton, car il est toujours bon de commencer là où les passions les plus légères ont éveillé les esprits. La cuisine de Madame Linton sentait la compote de prunes et la victoire, et Madame Linton elle-même attachait des dahlias avec la vigueur d'une femme qui ne laissera pas la mort anéantir l'horticulture. « Épouvantable », dit-elle aussitôt en s'essuyant la main sur son tablier. « Je n'ai jamais dit que j'appréciais cet homme. Remarquez bien, il est méchant avec ses cotisations et n'hésite pas à faire une remarque sournoise sur la taille des autres, mais épouvantable quand même. Vous avez vu les garçons. Billy était complètement malade à cause de ses chaussures,
et George a pris une couleur que je n'ai pas envie de revoir. J'ai dit au pasteur que je blâmais le placement du cocotier. Ça attire les voyous. » « Des voyous ?» demanda doucement Miss Marple. « De Marleycombe, » dit Madame Linton, d'un ton sombre. « Et il y a sa gouvernante, Madame Beckett. Elle est aussi prétentieuse qu'un pont. Elle se promenait comme si la fête était du ressort de la salle et non de la paroisse. Et mademoiselle Fenwick, eh bien, celle-là pouvait couper du pain avec ses lèvres. Elle s'est disputée avec M. Carter au sujet du livre des legs. J'ai entendu dire « Oh, Madame Jones me l'a dit. » Et elle le tenait de sa cousine qui était là justement, parce que M. Atwood avait modifié son testament. Il s'embêtait avec les codicilles, vous savez. C'est comme ça chez les hommes qui vieillissent et deviennent radins. Ils ne peuvent s'empêcher de faire circuler des shillings sur papier. « Modifier son testament », répéta Miss Marple comme si elle pensait à une espèce de cheptel nocturne. Comme la loi doit être gênante si l'on change d'humeur. C'est fait. Mais, dit Madame Linton, Monsieur Carter vous dira que tout est propre et bien rangé, car c'est son travail. Mais je ne fais pas confiance à un homme qui est ordonné dans les affaires des autres, et pas dans les siennes. J'ai vu sa dentelle traîner. Un homme qui traîne sa dentelle traînera un jour et emmènera quelqu'un avec lui. Le thé à Rose Hill Cottage était plus apaisant et moins instructif. Celui à la boutique du coin était plus instructif et moins apaisant. Lorsque Miss Marple atteignit son portail, les ombres s'allongeaient le long du chemin et une légère fraîcheur s'insinua dans le jour. Elle resta un moment, la main sur le loquet, les roses au-dessus de l'arche. Albertine, pas encore fatiguée de fleurir, produisait une légère douceur poussiéreuse dans l'air. Tout cela était très ordinaire et très sûr. Et pourtant, les gens aiment la sécurité précisément parce qu'elle peut être percée. Florence avait disposé le plateau de thé avec une précision louable, et la petite chatte Tiby, qui n'appartenait à personne mais lui rendait parfois visite, s'était installée sur le tapis du foyer avec la certitude d'en être propriétaire. Miss Marple se servit une tasse, puis, comme les vieilles habitudes nous tiennent compagnie, sortit le petit carnet où elle notait des listes autres que des courses. Elle a écrit « Harold Atwood, pas aimé, patron de la fête, modification du testament, sœur, Edith Fenwick, infirmière, querelle avec le gazier, nièce, Clara Godfrey, robe verte, avec Lionel Reed, femme de ménage, Madame Beckett, fière, loyale, Monsieur Carter, avocat, lacet, chemin d'église évité, codicille. Madame Rawlings, trop joyeuse, découverte, s'écria-t-elle. Colonel Baines, quille, voix de commandement. Mademoiselle Dorothea Val, lettre montrée, vous brûlerez comme nous avons brûlé. Incendie à Hall au printemps. Odeur de fumée, pas de tabac, bougie, foyer, tache de suie sur le tréteau. Un peu de sang, une piqûre au col, fil sur pierre près du mur, bleu, à vérifier. Elle marqua une pause après ce dernier objet, son crayon flottant. Le fragment qu'elle avait remarqué sur le mur de l'église n'était qu'un éclat sur le granit, un fragment de quelque chose qui pourrait bien se révéler sans histoire. Et pourtant, une bonne partie de la vie, avait-elle découvert, résidait dans des choses qui n'étaient que des fragments jusqu'à ce qu'on s'en occupe. Elle a ajouté « À qui profite-t-il ? L'argent, la volonté, la sécurité, le scandale, la vengeance, le feu, l'amour ?» Puis, comme les choses pratiques n'attendent pas le meurtre, elle remarqua que le loquet de la porte de derrière avait besoin d'être huilé, que Florence avait trop arrosé les fougères et que Tiby ne devait pas boire de crème par temps chaud. Après quoi, elle but son thé, tiède maintenant, mais pas gâté, et contempla le petit carré de ciel nocturne visible entre les rosiers. Quelque part au-delà de la haie, une automobile rétrograda en seconde. Elle imagina l'inspecteur Lennox au hall, dans une pièce agrémentée de tables polies et de photos des Atwood, leurs étés en arrière-plan, exposant ses connaissances en rangées bien ordonnées. La police, songea Miss Marple, excelle dans les disputes.
Mais la vie, dans les villages surtout, s'organise plutôt en cercle. On retrouve les mêmes portes, les mêmes ressentiments, les mêmes regards croisés par-dessus les bas-côtés des églises. L'incendie qui avait un instant pris dans l'aile ouest, si incendie il y en avait, ne s'était pas, semblait-il, complètement éteint. Il avait trouvé de l'amadou là où l'on garde la fierté, où l'on change les volontés, et où les jeunes femmes portent du vert non pas parce que cela leur va bien, mais parce que c'est la couleur de l'imagination. Elle se leva aussitôt et se rendit à la cuisine, où Florence regardait dans le four avec une expression d'interrogation morale. « Vous allez trop dorer les scones, » dit doucement Miss Marple. « Une fois trop dorée, le beurre la rattrape rarement. »« Oui, mademoiselle, » dit Florence confuse. « J'étais contrariée par monsieur Atwood, mademoiselle. Versez votre âme s'il en était une. »« Toutes les âmes sont investies dans quelque chose, » dit Miss Marple. « Il faut voir dans quoi. » Et plus tard, lorsque le crépuscule tomba et que le silence s'installa dans la ruelle, Miss Marple s'assit près de la fenêtre pour raccommoder ses vêtements et laissa les petits bruits domestiques. L'agréable persistance d'une horloge, Florence qui remplaçait des choses dans l'arrière-cuisine, le mouvement de queue occasionnel et désapprobateur de Tibby, s'organiser en ce silence où l'esprit devient non pas solennel, mais clair. Elle pensa à un regard, celui de M. Carter vers les ifs. Elle pensa à une odeur et à une lettre contenant une phrase affreuse comme un clou dans du bois. Elle pensa à une robe verte et à la suie qui voyage. Elle pensa aussi, bien qu'avec une pointe de honte devant sa vanité, à la remarque de l'inspecteur Lennox sur le tricot et la pathologie. « Je ne suis pas une tricoteuse de mystère, » dit-elle à voix haute, une phrase qu'on dit parfois quand on est précisément cela. Mais les gens font des choses tellement étranges quand ils croient être les seuls à regarder. Quelque part, dans la salle peut-être, le chagrin n'avait pas encore trouvé sa forme. Il la trouvera plus tard, lorsque la tragédie sera cataloguée, que les visiteurs seront partis et que les pièces acquerront un nouvel écho. Quelque part aussi, quelqu'un s'est lavé les mains trop vigoureusement, voire pas du tout. Quelqu'un a plié un morceau de tissu et l'a rangé ailleurs. Quelqu'un s'est dit qu'il n'avait pas eu l'intention de commettre un meurtre, que les événements s'étaient précipités plutôt que d'avoir été précipités. Le village, avec toute son habitude de tasses bien rangées et de temps pour chaque chose, n'était pas aussi ordonné sous sa surface. Miss Marple prit une dernière petite note avant de ranger son crayon. Visiter Madame Beckett. Également, le bureau de M. Carter. Observer Clara et M. Reed. Interroger le colonel à propos des armes à feu, le docteur Pembroke à propos de la piqûre. Elle souffla la lampe, car on économise l'électricité comme on évite les ennuis d'avance. Et tandis que la pièce s'obscurcissait doucement, le parfum des roses pénétra par la lucarne ouverte, tel un vieil ami. La nuit s'étendait sur Willowbrook comme partout ailleurs. Mais dans cette nuit, un murmure qui ne venait pas des feuilles. Le village dormirait, et demain serait un autre jour, et les ragots fermenteraient, la peur les pétrirait, et si la police, efficace et juste, construisait ses rangées de faits, et si les villageois, affectueux et peu fiables, construisaient leur cercle de parole, Miss Marple s'assiérait entre les deux, l'air de compter des mailles. Car comme elle l'avait appris depuis longtemps, et comme elle le savait à nouveau maintenant, c'est dans les plus petites boucles que les fils deviennent des motifs, et c'est par les motifs que la méchanceté se trahit. Chapitre 3. Le mauvais type de calme. Le lendemain de la fête, le matin se leva avec une sérénité trompeuse. Le soleil éclairait les jardins soignés de Willowbrook, miroitant sur les haies couvertes de rosée et déposant un délicat éclat sur les fenêtres des cottages. Les oiseaux continuaient leur va-et-vient comme si de rien n'était, et le garçon boulanger pédalait avec un léger relâchement dans son sifflement. Pourtant, sous ce calme, Willowbrook ne ressemblait pas à Willowbrook. On aurait dit, songea Miss Marple, que c'est souvent le cas dans les villages, après une tragédie, une pièce où quelque chose aurait été brisé et balayé à la hâte, mais où personne n'oserait encore mettre les pieds.
Elle était assise près de la fenêtre de son cottage, son tricot sur les genoux, observant le chemin. Florence, qui s'agitait inutilement dans la cuisine, avait déjà rapporté une foule de nouvelles glanées chez l'épicier. On dit, mademoiselle, avait-elle commencé avec délectation, que c'est la faute de M. Carter, le notaire, ou de ses livres. Car M. Atwood rédigeait testament sur testament, et rien de bon ne peut en résulter. Et Mme Linton jure avoir vu Mme Beckett, la gouvernante, se faufiler avec un paquet sous son châle. Et cette pauvre jeune Clara Godfrey, on dit qu'elle s'est évanouie dans le hall hier soir, ce qui n'est pas étonnant, avec toute la police qui traîne. Florence racontait ses ragots sur un ton empreint d'une profonde certitude morale. Mais Miss Marple, qui savait que les sources de Florence étaient moins sûres qu'elle ne le croyait, sourit gentiment et ne dit rien. Elle se contenta de noter chaque bouchée, comme une ménagère économe conserve les épluchures pour la confiture. À 10 heures précises, la voiture de la police du comté sillonna à nouveau la ruelle. L'inspecteur Lennox descendit en personne au manoir, sa silhouette sombre se détachant sur l'allée de gravier. Willowbrook, sensible aux allées et venues, bourdonnait de nouvelles conjectures, le temps que Miss Marple rejoigne High Street pour poster une lettre. Sans conséquence, mais excellente raison de passer par la place, la moitié du village avait déjà trouvé un coupable. Il semble que le coupable soit M. Carter. Les soupçons contre M. Carter. Le cabinet du notaire, un petit bâtiment en briques lugubres situé juste à côté du bureau de poste, avait toujours régné une atmosphère de discrétion poussiéreuse. Ce matin, pourtant, un léger battement nerveux flottait à ses rideaux, comme si le bâtiment lui-même se sentait au centre de l'attention. On disait que M. Carter avait passé une heure tardive au hall la semaine précédente, conseillant M. Atwood sur certains arrangements. Cette expression, répétée avec délectation par Mme Linton, avait désormais pris un sens plus large, incluant codicille, déshéritage et mystérieuses donations à des dames indignes. Miss Marple, entrant dans le bureau de poste avec sa lettre, entendit 2 femmes chuchoter devant le présentoir de cartes postales. Il l'a modifié jeudi, vraiment. Il a complètement supprimé Miss Fenwick. Non, tu ne le penses pas. Alors Clara aura tout? À moins que... Et ici la voix de l'orateur baissa jusqu'à une note rauque de délectation. À moins que M. Carter n'inscrive son propre nom. Oserait-il? Oh, les hommes de bureau osent plus qu'on ne le pense. C'est un rusé. Miss Marple, glissant sa pièce sur le comptoir, semblait ne pas entendre. Mais son oreille était fine. Elle savait qu'il valait mieux ne pas prendre les ragots pour des faits avérés. Pourtant, les ragots, comme la fumée, indiquent au moins qu'il y a eu un incendie. Une visite à la salle plus tard dans la matinée. Miss Marple remonta lentement et d'un pas assuré l'allée de Willowbrook Hall. La maison, avec sa longue façade grise et son lierre ayant connu des jours meilleurs, se dressait, raide, sur le ciel radieux. Le drapeau n'était pas encore en berne, contrairement à ce que le village s'attendait à voir. Madame Beckett, la gouvernante, l'accueillit à la porte. Femme redoutable, le regard perçant par-dessus son deuil noir, elle regarda Miss Marple comme une intruse, mais son visage s'adoucit. « Vous êtes venue pour les fleurs, mademoiselle ? C'est très attentionné. »« Oui, ma chère, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Je me demandais si les lys seraient encore de mise. On n'aime pas être hors saison. » Madame Beckett soupira. « Nous avons eu assez de lys pour couler un navire. Mais vous pouvez les laisser dans le hall, s'il vous plaît. » Elle baissa la voix. « L'inspecteur Lennox est en haut. Il est enfermé avec mademoiselle Fenwick depuis une demi-heure. » Miss Marple murmura une sympathie polie, ses yeux s'attardant sur les détails la concernant. Le tapis usé au pied de l'escalier, l'odeur de feu éteint qui persistait encore faiblement dans l'air, la présence d'un tapis plié près du porte-parapluie qui portait une marque de brûlure suspecte à un coin. « Les accidents, » dit Miss Marple doucement, presque pour elle-même. « Ils laissent des traces, n'est-ce pas ?» Madame Beckett se raidit, comme si ces mots avaient touché une corde sensible. Mais avant qu'elle puisse parler, des pas lourds retentirent dans l'escalier.
L'inspecteur Lennox descendit, suivi de mademoiselle Edith Fenwick. Miss Fenwick était une grande femme anguleuse, aux cheveux gris-fer et à la bouche constamment pincée. Elle fit un signe de tête à Miss Marple avec ce qui pouvait être de la politesse ou du mépris. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit-elle d'une voix glaciale, « il y a beaucoup à régler. » Lorsqu'elle fut partie, Lennox s'arrêta sur la dernière marche. Il regarda Miss Marple avec la même courtoisie neutre que la veille. « Vous faites vos propres recherches, madame ?» demanda-t-il. « Je ne fais que composer des fleurs, » dit Miss Marple d'une voix douce. Puis, après une pause, « Mais les fleurs en disent long sur les gens. La façon dont on les place, la durée de l'arrosage. On remarque ces choses-là. » Lennox lui lança un regard mi-sceptique, mi-amusé. « Eh bien, madame, je vais vous dire une chose. Nous ne manquons pas de suspects ici. Monsieur Carter en particulier. Il semble qu'il était en possession d'un projet de testament. Un projet très différent, d'ailleurs, de celui qui se trouvait dans le coffre de monsieur Atwood. » Miss Marple inclina la tête. « Comme c'est gênant pour lui. Plus qu'incommode, peut-être. Mais on verra bien. » L'inspecteur toucha son chapeau et sortit d'une voix aigre, appelant un agent qui attendait. Miss Marple réfléchit. Laissée dans le hall, Miss Marple s'autorisa un léger soupir. Elle avait souvent observé ce phénomène, cette tendance à se concentrer rapidement sur le coupable le plus évident, surtout celui qui manipulait des papiers et de l'argent. C'était clair, net et rassurant de croire que la cupidité seule expliquait la méchanceté. Mais Miss Marple, qui avait passé des décennies parmi les villageois ordinaires, savait que la méchanceté était rarement aussi nette. Elle pensa au tapis brûlé, à la faible odeur de cendre, et à la curieuse lettre que Miss Vale avait décrite. « Vous brûlerez comme nous avons brûlé. » Miss Marple soupçonnait que ce n'était pas l'argent qui était à l'origine du meurtre d'Harold Atwood. L'argent expliquait beaucoup de choses, mais la haine en expliquait davantage. Alors qu'elle rentrait chez elle par le chemin ombragé, la cloche de l'église du village sonna le quart d'heure, et Miss Marple, son tricot de nouveau rangé dans son sac, songea que le calme de Willowbrook n'était pas le bon. Sous lui, quelque chose couvait. Chapitre 4. Le mauvais suspect. Le lendemain, le soleil se leva plus maussade que le précédent, avec une brume qui recouvrait les prés et une humidité qui faisait s'affaisser les rosiers. Miss Marple, depuis sa table de petit déjeuner, remarqua que Florence avait encore une fois trop arrosé les fougères, mais s'abstint de tout commentaire. Il y avait des choses plus importantes en jeu que le sort des fougères. À 9 heures, le village vibrait de certitude. L'inspecteur Lennox, disait-on, avait arrêté M. Carter. C'était, pour la plupart des esprits, la seule issue raisonnable. « De l'argent, bien sûr, » chuchota Madame Linton à sa voisine à la pompe. « Ces hommes qui tiennent des livres de compte n'ont jamais les mains propres. » Même la femme du pasteur, qui se targuait de charité, reconnaissait que les notaires commettent parfois des erreurs. Chez l'épicier, l'affaire fut réglée. M. Carter avait empoisonné Harold Atwood pour dissimuler une mauvaise gestion financière. Chez le drapier, on prétendit qu'il avait modifié le testament à son avantage. Et chez le boulanger, où la vérité est souvent aussi facile à façonner que la pâte, on insista sur le fait qu'il avait été vu en train de glisser quelque chose de sa poche près du mur de l'église. Miss Marple écoutait, hochait la tête et faisait quelques observations sur le prix des raisins de Corinthe. Pour elle, la certitude dans un village méritait toujours la prudence, car au fil de ces longues années, elle avait appris que lorsque la majorité s'accordait trop vite, c'était généralement la majorité qui avait tort. La confiance de l'inspecteur Lennox. L'inspecteur Lennox se rendit cet après-midi-là au presbytère, et Miss Marple, qui venait par hasard de rendre visite à Madame Pritchard, fut introduite dans la conversation avec un naturel parfait. « Nous avons de solides arguments, madame, » dit Lennox d'une voix grave mais assurée. Le défunt avait modifié son testament, et Mick Carter, en tant que notaire, était en possession de l'ancien et du nouveau projet. Certaines clauses, très pratiques pour M. Carter lui-même, n'apparaissent que dans la version antérieure. De plus, il baissa légèrement la voix,
Une fiole de digitaline a été retrouvée dans le tiroir du bureau de Carter, à moitié vide. Madame Pritchard halta, véritablement horrifiée. « La digitale !» C'est exactement ce que prescrit le docteur Pembroke pour le cœur de la pauvre Madame Linton. Oui, madame, très dangereux entre de mauvaises mains. Lennox avait l'air sombre. Nous pensons que M. Atwood l'a ingéré, peut-être dans une boisson. La trace sur son col pourrait être due à un déversement accidentel lors de son malaise. Miss Marple, ses aiguilles bougeant avec une lente précision sur ses genoux, leva les yeux d'un air entendu. « Je me demande, inspecteur, si un avocat, aussi mal avisé soit-il, conserverait des preuves aussi accablantes dans son propre cabinet. Cela me paraît presque trop complaisant envers la police. » Lennox lui lança un regard perçant. « Les coupables sont souvent négligents, madame. Arrogants même. » « C'est tout à fait vrai, » acquiesça sereinement Miss Marple, « et pourtant il arrive que des hommes prudents soient faits avoir l'air négligents. Je l'ai souvent remarqué dans les jardins. Un parterre bien rangé attirera plus vite les mauvaises herbes qu'un parterre négligé. Peut-être que les mauvaises herbes préfèrent se faire remarquer là où elles seront le plus remarquées. » L'inspecteur sourit poliment, mais Miss Marple crut voir une lueur de doute dans ses yeux. Une interview avec Clara. Le soir même, Miss Marple reçut la visite de la jeune Clara Godfrey. Elle arriva à son cottage, sa robe verte troquée contre une robe bleu marine sombre, mais l'effet n'en était pas moins disgracieux. Elle paraissait pâle et agitée, ses mains gantées se serrant et se détachant avec agitation. « Oh, Miss Marple !» s'écria-t-elle. « On dit que la mort de l'oncle est entièrement due à M. Carter. Mais je savoir, ce n'est pas le cas. Il est ennuyeux, tatillon et plutôt pompeux, mais ce n'est pas un meurtrier. » Miss Marple lui versa une tasse de thé avec une délicate précision. « Pourquoi en es-tu si certaine, ma chère ? » Parce que tonton le détestait. Il ne le tolérait que pour son travail juridique. Il ne lui aurait jamais laissé un sou. Pas de son plein gré. Et M. Carter n'a jamais essayé de se rendre agréable. Tonton méprisait ce genre de choses. Non, si tonton a été assassiné, c'était par quelqu'un qui avait des raisons de le haïr, ou de le craindre. Le regard de Miss Marple, bienveillant mais pénétrant, se posa sur la jeune fille. « Et vous, ma chère, aviez-vous peur de lui ?» Clara hésito. « Pas vraiment de la peur, mais tonton il pouvait être très dur. À propos de mes fiançailles avec Lionel, par exemple, il disait que Lionel était un chasseur de fortune. Il menaçait de me couper les vivres si je l'épousais. » Sa voix tremblait. Mais j'aimais tonton aussi, d'une certaine manière. Il pouvait être généreux, et quand il me souriait, c'était comme le soleil qui se levait. Miss Marple hocha la tête, ses aiguilles cliquetant doucement. « Les gens sont souvent les deux, ma chère. Le soleil et l'ombre réunis. C'est ce qui les rend dangereux, et ce qui les rend aimés. » Clara s'essuya les yeux. « Je sais seulement que M. Carter est innocent. Et s'ils le pensent pour ça, ce sera la faute du village, pas celle de la justice. » Miss Marple pensait sans toutefois le dire que Clara avait un excellent instinct. Pourtant l'instinct, bien qu'utile, exigeait des preuves. Le détail silencieux. Cette nuit-là, alors que Miss Marple était assise avec son carnet, elle examina la question avec sa patience habituelle. Monsieur Carter. Avocat. Vu près du cimetière, en possession de projets de testament et de digital. Trop pratique. Digital. Un poison nécessitant une connaissance et un dosage précis. Plus souvent utilisé en administration lente, sans collapsus brutal. Tache de sang sur le col. Incompatible avec la digitaline seule. Odeur de fumée, cendre. Non expliquée. Lettre montrée à Miss Vale. Vous brûlerez comme nous avons brûlé. Lien avec le feu du printemps. Témoignage de Clara. Atwood dur, craint, déshérité. Monsieur Carter bénéficiaire improbable. Elle posa son crayon avec un léger hochement de tête. L'inspecteur était confiant, les villageois satisfaits, et l'affaire allait probablement avancer rapidement. Mais Miss Marple, qui avait vu de nombreuses pièces de ce genre,
savait que le premier acte désignait souvent le mauvais personnage, car le meurtre, réfléchit-elle, est comme une broderie. Le motif le plus évident à la surface peut cacher le motif le plus vrai en dessous. Et quelque part à Willowbrook, elle en était sûre, le véritable schéma attendait d'être révélé. Chapitre 5. Secret sous la surface. C'est une curieuse caractéristique des villages anglais que le scandale puisse rester poliment tu pendant des années, mais qu'à l'approche d'un meurtre, l'air se remplisse soudain de révélations. Les murmures dans les cuisines, ou les murmures par-dessus les haies, acquièrent l'autorité des faits. Ainsi, à Willowbrook, la mort d'Harold Atwood fit l'effet d'un tisonnier dans les braises. Des ressentiments ardents s'embrasèrent, et des langues longtemps silencieuses retrouvèrent leur liberté. Miss Marple, qui avait vécu trop longtemps pour prendre les ragots pour des paroles d'évangile, écoutait néanmoins attentivement, car les ragots, comme le bruissement des feuilles, peuvent indiquer la direction du vent. Madame Rawlings en détresse. Ce matin-là, Miss Marple rendit d'abord visite à Madame Rawlings. Jeune, jolie et plutôt portée à un rire nerveux, c'est elle qui avait découvert le corps d'Atwood, ou du moins qui avait crié dessus. Elle ouvrit la porte au cou discret de Miss Marple, le visage blême d'insomnie. « Oh, Miss Marple, je ne peux pas le supporter !» s'exclama-t-elle aussitôt. « Partout où je vais, les gens regarderiles me chuchotent dessus, vous savez. Ils disent que j'ai crié trop fort, ou pas assez tôt, ou que j'étais de bonne humeur avant, ce qui prouve quelque chose de terrible. Pourquoi ne comprennent-ils pas que j'étais morte de peur ? Ma chère, dit Miss Marple d'un ton apaisant, les villageois discutent toujours de ce qu'ils ne comprennent pas. C'est leur façon de gérer la peur. Mais peut-être pourriez-vous me dire ce que vous avez vraiment vu. Madame Rawlings tordit son mouchoir. J'étais sur le porche en train de ranger les cartes de cantique pour dimanche. C'est mon devoir, vous savez. Je suis sorti et j'ai regardé de l'autre côté, et il était là, contre le mur. Je ne me suis pas approché. Je voyais son visage, et c'était suffisant. C'était tellement anormal. J'ai crié. Personne ne le ferait ? Oui, en effet, murmura Miss Marple. Et vous n'avez vu personne d'autre ? Aucune silhouette s'éloigner ? Madame Rawlings hésita, les yeux pétillants. Seulement M. Carter, qui traversait rapidement le chemin. Mais c'était avant. Enfin, pensez qu'était avant. La mémoire peut être très maladroite, ma chère, dit doucement Miss Marple. Elle aime s'organiser en paquets bien ordonnés, même lorsque les événements ne sont pas si précis. Le colonel Baines et les armes à feu. Cet après-midi-là, Miss Marple réussit à passer devant le jardin du colonel Baines. Ce dernier, retraité des Indes, s'occupait de ses rosiers avec une paire de ciseaux imposants. Il la salua avec une vivacité militaire, bien que son visage se soit un peu adouci. « Trop horrible, madame. Atwood n'était pas du genre à être pleuré, mais bon, un meurtre reste un meurtre. Lennox a l'homme qu'il faut, cependant. Il a toujours dit que Carter était un homme fuyant. J'ose dire, répondit Miss Marple d'un ton doux, même si je l'ai toujours trouvé plus tatillon qu'insaisissable. Dites-moi, colonel, vous vous y connaissez en armes et tout ça ? Avez-vous entendu des coups de feu ce jour-là ? Le colonel parut surpris. Non, pas de tir du tout. Et j'aurais dû, avec mes oreilles. Les bruits forts ne m'échappent pas. C'est pourquoi je préfère tailler en paix. En effet, dit Miss Marple, le regard doux et pensif. Alors peut-être qu'aucun coup de feu n'a été tiré. Le colonel fronça les sourcils. Vous voulez dire du poison alors ? Ou un coup de poing ? Un coup de poing, si vous voulez mon avis. À mon époque, au moins, on affrontait son ennemi comme il faut. Miss Marple sourit. Les méthodes sournoises sont, je le crains, plutôt la règle que l'exception dans la vie de village. Un mot du libraire. En revenant par High Street, Miss Marple entra dans la librairie de M. Craythorne. Cet homme doux, portant des lunettes et une moustache tombante, semblait ravi de son intérêt. Très affligeant, Miss Marple, très affligeant, mais pas, si je puis dire, totalement inattendu.
J'observe le caractère de M. Atwood depuis un certain temps, plutôt volcanique. Le mois dernier encore, il s'est disputé publiquement avec Miss Fenwick au sujet des réparations du manoir. Il l'a accusée d'extravagance. Elle a rétorqué qu'il était avare jusqu'à la cruauté. Un spectacle, je vous assure. Miss Marple haussa les sourcils. Vraiment ? C'est vraiment inconvenant. Tout à fait. Et la semaine dernière, il y a eu une altercation avec Madame Beckett. Elle a menacé de le quitter complètement. Il s'agissait de factures de livraison de charbon, je crois. Et puis il y a l'affaire de Mademoiselle Clara. Tout le monde sait qu'il désapprouvait ses fiançailles. Miss Marple hocha la tête, chaque détail trouvant sa place dans son esprit. Tant de disputes, dit-elle doucement. Il est très difficile de voir quelle braise a allumé le feu. La lettre cachée. Ce soir-là, Miss Dorothea Vale, la romancière, se présenta à l'improviste au cottage de Miss Marple. Elle était pâle et ses yeux brillaient d'une excitation nerveuse. « Je ne devrais pas vous déranger, » commença-t-elle essoufflée, « mais je dois en parler à quelqu'un. Vous vous souvenez de la lettre dont j'ai parlé, celle qu'Atwood m'a montrée? Vous brûlerez comme nous avons brûlé. Eh bien, j'en ai trouvé un autre. On l'a glissé sous ma porte ce matin. La même main, le même vilain gribouillage. Il est écrit « Il a brûlé, mais d'autres brûleront aussi. » Miss Marple prit le bout de papier d'une main ferme, examinant les lignes irrégulières, les lettres mal formées. Elle le renifla délicatement. Une légère trace de fumée persistait dessus, comme si l'écrivain l'avait gardé près d'un feu. « C'est très intéressant, » murmura-t-elle. L'incendie du manoir au printemps dernier était donc plus qu'un accident. Personne n'a oublié, ni pardonné. Mademoiselle Vale frissonna. Mais qui pouvait bien le haïr à ce point? Certainement pas Monsieur Carter. Non, répondit Miss Marple d'une voix calme. Je ne pense pas que Monsieur Carter soit du genre haineux. Pointilleux peut-être, craignant, mais pas vengeur. Miss Marple réfléchit. Plus tard, tandis que les lampes du village s'allumaient, Miss Marple était assise près de son foyer, Tibby blotti sur le tapis. Elle rouvrit son carnet. Les querelles d'Atwood, avec Miss Fenwick, argent, Madame Beckett, compte, Clara, fiançailles, Madame Rawlings, nerveux, incertain quant au timing, colonel, insiste sur le fait qu'aucun coup de feu n'a été tiré. Nouvelle, lettre, d'autres brûleront aussi. Odeur de fumée, suggère une vendetta liée au feu. Digitalis dans le bureau de Carter, trop évident. Elle posa son crayon. Le village, dans son ardente certitude, avait pointé Carter du doigt. Mais l'instinct de Miss Marple lui disait que la vérité résidait ailleurs, dans de vieilles rancunes, des braises encore fumantes et une haine qui avait attendu son heure. Et tandis qu'elle regardait les braises ardentes de son feu, elle repensa à la phrase « Le feu qui ne voulait pas s'éteindre ». Chapitre 6. Un deuxième incendie. Le brouillard qui s'était enveloppé autour de Willowbrook pendant la nuit se leva à contre-cœur le lendemain matin. Il révéla non pas un ciel radieux, mais un épais voile de nuages qui semblait peser sur le village. À l'heure du petit déjeuner, la nouvelle était partout. Un nouvel incendie s'était déclaré au manoir. Miss Marple l'apprit de Florence, qui entra dans le salon essoufflée, son tablier de travers. On dit, mademoiselle, que c'était dans la bibliothèque cette fois. Un incendie dans la nuit, de la fumée s'échappait par les fenêtres, et si le jardinier ne s'était pas levé tôt pour aller chercher de l'eau à la pompe, tout aurait été détruit. L'inspecteur Lennox lui-même était là à 5 heures, paraît-il. Oh, mademoiselle, ils vont tous nous brûler dans nos lits. Miss Marple posa sa tasse de thé avec une fermeté qui contrastait fortement avec l'agitation de Florence. « Quelqu'un a-t-il été blessé ?»« Non, mademoiselle, mais la bibliothèque est presque détruite. Livres calcinés, rideaux arrachés. Monsieur Carter a été vu au hall hier soir, et maintenant ça. » Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de lisser les plis de son châle, l'air pensif. Un autre incendie, si peu de temps après la mort d'Atwood.
Le hasard était, selon sa longue expérience, un invité rare dans la vie du village. Sur les lieux, en milieu de matinée, la route menant à Willowbrook Hall était animée par la curiosité. Les villageois s'attardaient auprès des portes, tendant le cou pour apercevoir des rideaux calcinés ou des fenêtres brisées. Miss Marple, avançant avec une détermination tranquille, traversa sans faire de bruit. Le manoir lui-même paraissait maussade, son lierre noirci par endroits, des taches de fumée striant la pierre. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur âcre de papier brûlé. La bibliothèque offrait un spectacle mélancolique. Les étagères s'affaissaient sous les volumes détrempés, et un énorme tas de cendres gisait à l'emplacement de l'ancien tapis de cheminée. L'inspecteur Lennox se tenait au milieu des décombres, une ligne sombre entre les sourcils. « Eh bien, madame, dit-il en la voyant, il semble que votre remarque sur la suie était pertinente. Un autre incendie. Mais cette fois, pas d'accident. Les mèches des lampes ont été altérées. Quelqu'un a voulu cet incendie. » Le regard de Miss Marple, doux et interrogateur, parcourut la pièce. Elle remarqua le bureau, ses tiroirs entr'ouverts, les papiers hâtivement écartés. Elle se pencha pour examiner un morceau de parchemin brûlé, soigneusement évité par les bottes des agents. L'encre s'était estompée avec l'eau, mais elle pouvait tout juste discerner les mots « point, codicille et domaine ». « Dommage », murmura-t-elle. « Le feu a un tel appétit pour les secrets. » La mâchoire de Lennox se crispa. Encore Carter, peut-être, s'il avait l'intention de détruire des preuves. Miss Marple secoua légèrement la tête. Ou peut-être que quelqu'un voulait que cela paraisse ainsi. La fureur de Miss Fenwick. Dans le salon attenant, Miss Edith Fenwick arpentait la pièce comme un général dont les soldats l'auraient abandonné. Ses traits anguleux étaient marqués par l'indignation. « Voilà ce qui résulte de l'incompétence de la police, » déclara-t-elle. « Arrêter Carter alors que le véritable coupable est en liberté. D'abord mon frère, maintenant le hall lui-même profané. Et ensuite, j'aimerais bien savoir. » Miss Marple, qui s'était glissée discrètement, l'observa avec sympathie. « Le manoir existe depuis des siècles, » dit-elle doucement. « Il a connu la guerre et les intempéries. Il résistera. » Mademoiselle Fenwick s'arrêta net. « Endurer ? À quoi bon endurer quand les réputations sont ternies ? On dira qu'Harold a laissé le chaos derrière lui. On dira Elle s'arrêta brusquement, la couleur lui montant aux joues. Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. « Les villages disent des choses. Il faut savoir distinguer les mots qui comptent de ceux qui ne comptent pas. » Miss Fenwick pinça les lèvres. « Si Carter est libéré, le scandale sera pire. Pourtant, je n'arrive pas à croire que lui-même ait mis le feu à la bibliothèque. Non, Miss Marple, c'est de la haine, une haine pure et dévorante, et je crains que nous n'en ayons pas encore vu la fin. » Clara et Lionel dehors, sur la terrasse, Clara Godfrey et le jeune Lionel Reed discutaient sérieusement. Le visage de Clara était couvert de larmes, celui de Lionel était tendu par une colère contenue. « Je me fiche de ce qu'ils disent, » s'écria Clara. « Ce n'était pas Monsieur Carter. C'était ne peut pas s'être. Oncle le détestait trop pour lui laisser quoi que ce soit qui vaille la peine de tuer. » Lionel murmura « C'est pratique pour la police, c'est tout. Trop pratique. En attendant, regardez ça. » Il sortit de sa poche un petit bout de papier brûlé. « Je l'ai trouvé sur le gravier près de la terrasse. C'est un extrait d'une lettre. Vous voyez le mot « brûlé » ? Exactement comme celle que Madame Veil a reçue. » Clara frissonna. « Oh, Lionel, ça me fait peur. Celui qui a écrit ces lettres est toujours là, n'est-ce pas ? Parmi nous. » Miss Marple, écoutant à l'ombre d'un laurier, prit une note, mentale. Les jeunes remarquent souvent plus qu'ils ne le pensent. Une lettre brûlée, telle une traînée de miettes de pain, pourrait bien montrer la voie. Miss Marple réfléchit. Ce soir-là, de retour dans son salon, Miss Marple était assise avec son tricot et réfléchissait profondément. Un second incendie, destiné à détruire des papiers, peut-être, relatifs à des testaments et à des successions. Et de nouveau, le curieux thème des incendies. Les menaces dans les lettres, le tapis brûlé,
l'odeur de cendre sur Atwood lui-même, son carnet rempli de lignes calmes, incendie de la bibliothèque, délibéré, lampes altérées, codicille détruit, motif, peur d'être exposé, vengeance pour un incendie passé. Mademoiselle Fenwick, la colère trop. Clara et Lionel, découverte d'une lettre brûlée, correspond aux menaces précédentes. Charretier, en détention, n'aurait pas pu mettre le feu. Elle posa son crayon. La théorie de l'inspecteur s'effondrait, car si Carter était derrière les barreaux pendant que le manoir brûlait, alors quelqu'un d'autre circulait librement à Willowbrook, quelqu'un qui le haïssait d'une haine qui couvait encore. Miss Marple jeta un coup d'œil à son propre foyer, où le feu s'était éteint. Les feux, elle le savait, ne s'éteignaient pas toujours quand on les croyait éteints. Ils persistaient, cachés, attendant un peu d'air. Et à Willowbrook, le souffle était venu. Chapitre 7. Sous la surface polie. Le village de Willowbrook s'enorgueillissait depuis longtemps de son ordre. Ses cottages étaient bains, ses jardins impeccables, ses offices du dimanche ponctuels. Pourtant, dans la semaine qui suivit la mort d'Harold Atwood, chaque haie soignée et chaque heurtoir de porte en laiton poli semblait dissimuler une inquiétude latente. Les sourires se faisaient plus rares, les ragots plus nombreux. Les gens se pressaient pour se retrouver à la pompe ou chez l'épicier, murmurant avec insistance et lançant des regards furtifs. Miss Marple, qui avait découvert depuis longtemps que là où les langues se délient, les vérités émergent. Elle faisait sa tournée avec une persévérance discrète. Elle savait que le meurtre, comme la moisissure, prospérait dans l'obscurité. Il suffisait de lever le voile de la respectabilité pour le retrouver. Le fardeau de la gouvernante. Sa première visite fut chez Madame Beckett au hall. La gouvernante la reçut avec raideur dans le salon des domestiques, ses grandes mains habiles tordant le coin de son tablier. « Excusez-moi, mademoiselle, mais je ne sais pas où ça va être. » Des incendies dans la nuit, des policiers piétinant les tapis, et la maîtresse au bord de l'évanouissement. « Vous êtes chez les Atwood depuis longtemps, je crois, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Dans 30 ans, la Saint-Michel arrive, » dit Madame Beckett avec fierté. Puis son visage se durcit. « Mais il y a des choses dont je ne parlerai pas, même maintenant. Monsieur Atwood était difficile, très difficile dans ses manières, et il n'aimait pas que ses domestiques le questionnent. Pourtant, je lui ai parlé la semaine dernière, à propos de factures de charbon. Il m'a accusé de détournement, vous imaginez. » Le regard de Miss Marple était bienveillant. « Ça a dû faire mal. C'est vrai. Et je le lui ai dit. Je lui ai dit que je partirais après la fête s'il ne le rapportait pas. Mais il a ri, mademoiselle. Il a ri comme si j'étais un simple meuble. Eh bien maintenant il est parti, et chacun dira ce qu'il voudra. Mais je sais en toute conscience que je n'ai jamais touché un sou qui ne soit à moi. » Elle se redressa fièrement, et Miss Marple n'en douta pas. Mais elle prit note. Madame Beckett, accusée de malhonnêteté, a menacé de partir. La veillée de Miss Fenwick. À l'étage, mademoiselle Edith Fenwick veillait dans le bureau de son frère, des papiers éparpillés autour d'elle dans un ordre qui ne plaisait pas à mademoiselle Marple. Elle paraissait harcelée, les yeux cernés par l'insomnie. « Mon frère, » déclara-t-elle, « était trop indulgent. C'est ce qui l'a ruiné. Il s'est laissé berner. Carter, la gouvernante, et même cette petite Clara. Si j'avais eu les rênes. » Ses lèvres se pincèrent. Eh bien, la salle aurait été gérée différemment. Miss Marple demanda doucement. « Et l'incendie du printemps dernier, Miss Fenwick, était-ce vraiment aussi insignifiant que le croient les villageois ?» L'espace d'un instant, Miss Fenwick perdit son sang-froid. C'était confiné. Un débarras dans l'aile ouest. Mais je n'ai jamais cru à un accident. Quelqu'un a trafiqué les conduits de fumée. Je l'ai dit à ce moment-là, et Harold m'a congédié. Il aimait congédier les gens. Cela lui faisait plaisir. Miss Marple parut pensive. « Et vous n'avez reçu aucune lettre, aucune menace ?» Les yeux de Miss Fenwick vacillèrent. « Pas pour moi. Mais Harold m'en a montré un truc à propos de brûlure. Il a dit que c'était le travail d'une manivelle et l'a jeté au feu. »
Mais il avait l'air mal à l'aise, Miss Marple, plus mal à l'aise que je ne l'ai jamais vu. Une conversation dans la boutique. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple visita High Street. À la librairie de M. Craythorne, elle trouva le colonel Baines en pleine conversation avec le libraire. Ils s'arrêtèrent, l'air coupable, à son entrée, mais elle les accueillit tous deux avec sa gentillesse habituelle. « C'est épouvantable, Miss Marple, » dit le colonel. « Le village est devenu un nid à scandale. Et pourtant, on ne peut s'empêcher d'entendre des choses. On m'a dit que le jeune Reed, ce Lionel, a été vu en train de se disputer avec Atwood dans le cimetière il y a moins d'une semaine. Il s'agissait de ses fiançailles avec Clara. » Des voix s'élevaient, des poings serrés. Un jeune homme exalté. M. Craythorne ajouta avec empressement. Et mademoiselle Vail dit qu'elle aussi a été menacée. Quelqu'un a laissé un morceau de papier brûlé sur le pas de sa porte, avec juste le mot « bientôt » griffonné dessus. Terrifiant, vraiment. Elle en fera un roman, j'ose le dire. Miss Marple inclina la tête. « C'est remarquable, » dit-elle, comme la haine couve jusqu'à ce que quelqu'un l'attise, comme des braises qui attendent leur souffle. Un mot avec Miss Vail. Ce soir-là, Miss Vail elle-même rendit visite à Miss Marple, pâle et nerveuse, serrant le morceau incriminé. « C'est de la persécution, Miss Marple. Je le sais. Celui qui a tué Atwood veut aussi m'effrayer. Peut-être parce que j'en sais plus que je ne le pense. » « Et qu'est-ce que c'est, ma chère ?» Mademoiselle Vail hésita. « Seulement, Monsieur Atwood m'a raconté une histoire, à propos de l'incendie qui a failli détruire le manoir il y a des années. Pas celui de ce printemps, mais un autre, il y a 20 ans. Un incendie d'écurie. Il a dit qu'on parlait alors de négligence, peut-être même de malveillance. Un palefrenier renvoyé en disgrâce. Il n'en dirait jamais plus. Mais je me suis toujours demandé s'il avait des ennemis de cette époque. Et maintenant, eh bien, vous brûlerez comme nous avons brûlé, ne fait peut-être pas référence à l'incendie du printemps. Cela pourrait être plus profond. » Le regard de Miss Marple s'éclaira. « Une suggestion très intéressante, ma chère. Les vieux ressentiments durent plus longtemps que les nouveaux, j'ai toujours observé. » Miss Marple réfléchit. Cette nuit-là, dans son salon tranquille, Miss Marple revoyait ses notes. Madame Beckett, querelle à propos de charbon, accusée de vol, loyale mais blessée. Mademoiselle Fenwick, querelleur, admet l'existence des lettres, inquiet à propos du feu de printemps. Colonel Baines, j'ai entendu dire que Lionel se disputait avec Atwood. Mademoiselle Vail reçoit une menace, se souvient du feu de l'ancienne écurie, le marié renvoyé. Modèle. Le thème du feu est plus ancien qu'on ne le pensait. La haine est entretenue depuis longtemps. Miss Marple posa son crayon. Willowbrook commençait à révéler ses failles. Argent, fierté, ressentiment, vieille disgrâce. Tout cela se cachait sous cette surface bien rangée. Harold Atwood s'était fait des ennemis non seulement dans ces derniers jours, mais bien avant. Et quelque part parmi ces ennemis, il y en avait un qui avait attendu, patient comme une braise sous la cendre, jusqu'à ce que l'occasion se présente de brûler à nouveau. Chapitre 8. Miss Marple pose un fil. Les jours qui suivirent le deuxième incendie s'écoulèrent dans un étrange mélange d'agitation et de routine. Les ménagères continuaient de frotter leurs pas, les enfants jouaient aux billes dans le chemin, Florence reprochait encore aux fougères de s'affaisser. Et pourtant, sous les rares continuités du village, un malaise persistait. Les gens fermaient leurs portes un peu plus tôt. Les rideaux tremblaient plus brusquement à la tombée de la nuit. Les ragots prenaient un ton d'accusation plutôt que de curiosité. Miss Marple, d'apparence aussi sereine que jamais, évoluait tranquillement parmi ses voisins. Elle n'insistait jamais, ne cherchait jamais à les interroger, et pourtant les questions lui venaient aux lèvres, avec le même naturel qu'un commentaire sur la météo. Et peu à peu, elle commença à tester, à écouter et à comparer. Thé avec le colonel Baines. C'est autour d'un thé chez le colonel qu'elle a posé son premier fil. Le colonel, la moustache hérissée d'indignation, a déclaré « Carter est à blâmer, bien sûr,
même si Lennox ne le gardera peut-être pas en prison bien longtemps. Mais si ce n'est pas Carter, c'est ce Reed. Je le lui ai dit moi-même. Les jeunes têtes brûlées aux cheveux lisses ne valent rien, ni aux hommes ni aux bêtes. Miss Marple sirota son thé. En effet. Pourtant, vous vous y connaissez en armes à feu, colonel. Avez-vous remarqué si M. Atwood en possédait une? Le colonel parut surpris. Mais oui, un revolver. Il le gardait dans le tiroir de son bureau, même s'il n'avait pas tiré depuis des années. Je le sais, car je l'ai nettoyé pour lui une fois. Il était négligent avec l'huile. Mon Dieu, dit Miss Marple. Et maintenant le revolver a disparu, je suppose? Le colonel fronça les sourcils. C'est ce qu'on dit. Mais peut-être qu'il a brûlé dans la bibliothèque. Peut-être, dit doucement Miss Marple. Elle remarqua que les mains du colonel tremblèrent légèrement lorsqu'il posa sa tasse. Il n'aimait pas qu'on parle d'armes disparues. La vitrine. Plus tard dans la journée, Miss Marple s'arrêta devant la boutique du drapier. La vitrine exposait des rouleaux de tissu, des serges sobres, des cotons imprimés gais, et en évidence un morceau de soie vert vif, d'une teinte très proche de celle de la robe malheureuse de Clara Godfrey à la fête. À l'intérieur, Madame Dawkins, la femme du drapier, murmurait à une cliente. « Clara a acheté un demi-mètre de galon il y a moins d'une semaine. Un galon vert, assorti à cette robe. Mais quand elle est partie, j'aurais juré qu'elle en avait plus dans les mains que ce qu'elle avait payé. Pas du vol, bien sûr, juste de l'agitation. C'est une pauvre petite créature. Mais quand même, on se demande. » Miss Marple s'éclipsa sans un mot. Son esprit se tourna vers le fil qu'elle avait remarqué sur le mur de l'église ce jour-là. Une faible lueur verte. Une visite à Madame Rawlings. Ce soir-là, elle rendit visite à Madame Rawlings, soi-disant pour lui rendre une recette. La jeune femme était pâle, les doigts agités. « As-tu mieux dormi, ma chère ?» demanda gentiment Miss Marple. « Oh non, chaque fois que je ferme les yeux, je le vois allongé là. Et les murmures. Certains disent, moi, que j'en savais plus, que je ne l'admettais, que je lui avais déjà parlé avant que ça n'arrive. Et toi ?» Les yeux de Madame Rawlings se remplirent de larmes. Juste un mot. Il se moquait de moi parce que j'étais en retard avec les cartes de cantique. Il se moquait toujours de moi. Mais je ne pouvais pas le dire devant l'inspecteur. Ça paraissait tellement futile. Miss Marple lui tapota la main. Les plus petites choses sont souvent les plus révélatrices. Il ne faut pas les sous-estimer. En partant, Miss Marple remarqua une légère odeur dans le hall des Rawlings. Une odeur âcre, un peu comme du tissu brûlé. Le mari de la jeune femme, employé des chemins de fer, était connu pour bricoler des poêles et des lampes. Miss Marple oublia cette pensée. Une conversation tranquille avec Clara Godfrey est venue voir Miss Marple le lendemain matin, le visage hagard d'inquiétude. « Mademoiselle Marple, Lionel est désemparé. Il dit qu'ils l'accuseront ensuite. Mais mon oncle ne m'aurait jamais rien donné si je ne me mariais pas comme il le souhaitait. Si Lionel est déshérité, cela nous ruinera tous les deux. » Miss Marple sourit doucement. « L'aimes-tu tendrement, mon enfant ?» Clara rougit. « Je crois. Mais parfois, il me fait peur. Il parle trop d'argent. Il m'a demandé hier si tonton avait déjà parlé de papier caché, de police d'assurance, de choses comme ça. Comme si on était déjà ruiné. Et qu'as-tu dit ? Je ne savais rien. Et c'est la vérité. » Le regard de Miss Marple s'adoucit, mais ses pensées étaient plus vives. Les amants qui parlaient trop d'argent finissaient rarement bien. Miss Marple réfléchit. Cette nuit-là, elle écrivit dans son carnet « Colonel. Confirme qu'Atwood a conservé son revolver. Il a disparu. Clara. » La robe tressée s'accorde avec le fil accroché au mur. Lionel la presse à propos des papiers. Madame Rawlings. J'ai parlé à Atwood avant de crier. Odeur âcre dans la maison. Mon mari bricole des lampes. Mademoiselle Fenwick et Beckett. Querelle. Orgueil blessé. Le thème persiste. Feu, brûlure, vengeance. Elle se rassit. Son tricot inactif. Chaque personne à Willowbrook avait une cause. Fierté blessée, argent perdu, amour menacé.
Pourtant, l'une d'elles avait lié ses causes au vieux symbole du feu, consumant à la fois souvenir et preuve. Miss Marple savait qu'elle ne pouvait encore affronter personne. Le sol n'était pas prêt. Les graines n'avaient pas encore germé. Mais elle pouvait poser un fil ici, un mot là, en tirant doucement jusqu'à ce que le motif apparaisse. Elle sourit faiblement à la lueur du feu. « Le problème avec les incendies, murmura-t-elle, c'est qu'ils se trahissent toujours par la fumée. Et la fumée, aussi faible soit-elle, persiste. » Chapitre 9. Une tentative dans l'obscurité. C'était une soirée humide et lourde lorsque Willowbrook reçut son deuxième véritable choc. La brume recouvrait les prés, étouffant les bruits et transformant les haies en silhouettes sombres. Le village avait commencé, difficilement, à retrouver son rythme après la mort d'Harold Atwood et l'incendie du manoir. Mais le meurtre ne dort pas si facilement. Miss Marple avait fait sa promenade habituelle juste avant le crépuscule. Elle s'était arrêtée près du portail du cimetière, contemplant pensivement le mur même où Harold Atwood avait été retrouvé. L'herbe y avait poussé légèrement, et elle remarqua une fois de plus qu'un fil de tresse verte, rien de plus qu'un soupçon de couleur, s'accrochait encore obstinément à la rugosité de la pierre. Elle ne fit aucun geste pour l'arracher. D'après son expérience, les preuves sont souvent plus sûres lorsqu'on les laisse intactes. Alors qu'elle retournait vers son cottage, elle entendit des pas précipités derrière elle. C'était Clara Godfrey, son châle jeté à la hâte sur ses épaules, le visage pâle dans la lumière déclinante. « Oh, Miss Marple, heureusement, vous êtes au courant ? Lionel a été blessé. » L'incident du pont Miss Marple accompagna aussitôt Clara. Elles trouvèrent Lionel Reed assis sur une pierre près du petit pont de bois, à l'orée du pré. Son visage était gris, ses mains tremblaient. Un groupe de villageois s'était déjà rassemblé, bourdonnant comme des abeilles dérangées. « Il aurait pu être tué, c'est possible », s'exclama Madame Linton, plus ravie qu'horrifiée. La rambarde du pont céda sous lui tandis qu'il se penchait, et il tomba dans le ruisseau. Encore 1 centimètre et sa tête heurta les pierres. « Ce n'était pas un accident », murmura Lionel d'une voix rauque. « Le rail avait été coupé. J'ai vu la marque en plein jour. » L'inspecteur Lennox, appelé en toute hâte, s'accroupit près de la rambarde brisée. Il passe un doigt sur le bois éclaté. Il a été scié. Récemment, d'ailleurs. Quelqu'un voulait vous mettre à l'eau, monsieur Reed. Le regard de l'inspecteur parcourut la foule. Des murmures s'élevèrent. Certains accusaient Lionel de son impétuosité, d'autres murmuraient sombrement qu'il poursuivait sa vendetta. Miss Marple ne dit rien, mais elle remarqua l'angle de la coupe, nette, précise, et elle remarqua autre chose, la faible odeur de paraffine sur le bois, comme si la scie qu'il avait coupée avait aussi touché une flamme. Théorie de l'inspecteur. Plus tard, au presbytère, l'inspecteur Lennox a donné son avis. C'est lié, bien sûr. Le meurtre d'Atwood, l'incendie, et maintenant cette tentative. Quelqu'un veut effrayer Reed ou le réduire au silence. Il a dû tomber sur quelque chose. Madame Pritchard joignit les mains. Mais, inspecteur, s'il y a une telle méchanceté parmi nous, vous savez sûrement qui est derrière tout ça. Lennox serra les lèvres. Le problème, c'est que toutes les pistes mènent à Carter. Et pourtant, Carter est enfermé. À moins qu'il n'ait des complices. Miss Marple, assise tranquillement avec son tricot, observa. Les complices sont rares dans la criminalité villageoise, inspecteur. Trop de langues. Une seule personne, d'après mon expérience, suffit. Et si cette personne a de la patience et de l'imagination, elle peut arranger les choses pour qu'il n'y ait pas de confusion. L'inspecteur lui lança un regard pensif. Il commençait à se rendre compte que la vieille dame au chapeau soigné ne manquait pas grand-chose. La confession de Miss Vale. Cette nuit-là, Miss Dorothea Vale apparut au cottage de Miss Marple, le visage pincé par la peur. « Je ne peux plus me taire, » dit-elle en serrant un châle autour d'elle. « Vous devez savoir que Lionel est venu me voir la semaine dernière. Il m'a supplié de lui prêter de l'argent. Harold Atwood a menacé de révéler une certaine dette. Il était désespéré. J'ai refusé, bien sûr, je n'en ai pas les moyens.
Mais le caractère de Lionel, oh, Miss Marple, ça m'a effrayé. Harold Atwood était-il au courant de cette dette? Demanda doucement Miss Marple. Oui. Il a fait une remarque cruelle à la fête. Je l'ai entendu moi-même. Le jeune Reed ferait mieux de mettre ses comptes en ordre avant de chercher une épouse. C'est ce qu'il a dit. Clara est devenue blanche comme du papier. Miss Marple hocha la tête. C'est très utile, ma chère, vraiment très utile. Miss Marple réfléchit. De retour à son bureau, Miss Marple ajouta à ses notes « Lionel Reed, dette, menacé par Atwood, accident au bridge, tentative délibérée, parfum de paraffine, suggère un lien avec les incendies. Mademoiselle Vail corrobore la dette, a entendu Atwood se moquer. Le modèle se renforce, brûler, couper, détruire. Pas aléatoire, mais symbolique. Question, à qui profite la destitution de Lionel? Clara seule hérite, ou quelqu'un d'autre derrière elle? Elle se rassit, l'air calme malgré l'urgence de ses pensées. Quelqu'un à Willowbrook avait une fois de plus tenté de frapper, cette fois non pas avec du poison ou du feu, mais avec une lame et une chute. Et Miss Marple, qui avait vu plus de fragilité humaine que la plupart des ecclésiastiques, savait une chose avec certitude. Les tentatives deviennent plus audacieuses lorsqu'elles ne sont pas contestées. Le tueur ne s'arrêterait pas. Le moment était venu où elle devait agir, non pas avec fracas, comme le faisait la police, mais avec une ruse discrète. Il fallait tendre un piège, aussi délicat que de la dentelle et aussi solide que du fer. Elle ferma son carnet et joignit les mains. « Oui, » murmura-t-elle doucement, « les incendies ne s'éteignent pas d'eux-mêmes. Il faut les éteindre, sinon ils se propagent. » Chapitre 10. Fils dans le net. Le lendemain de l'accident de Lionel Reed, le jour s'était levé avec une clarté fragile, comme si la brume s'était enfin dissipée, révélant l'aspect austère du village. Une brise fraîche agitait les haies, les rideaux tremblaient à chaque fenêtre. Les villageois avaient trouvé une nouvelle histoire à raconter avec enthousiasme. Qui avait tenté d'éliminer le jeune Reed? Et pourquoi? Miss Marple, assise près de la fenêtre de son salon, tricotant, s'autorisa un léger sourire. Elle avait souvent observé ce schéma, un nouvel outrage, et soudain, les certitudes de la veille s'évanouissaient. Là où M. Carter avait autrefois été le méchant de tous, les soupçons se portaient désormais sur Lionel lui-même. Certains disaient qu'il avait mis en scène son propre accident pour s'attirer la sympathie. D'autres affirmaient que l'héritage de Clara était la véritable cible. Mais Miss Marple, qui savait pertinemment que les coupables se nourrissent souvent de confusion, décida que le moment était venu de guider elle aussi un peu les autres. Un mot avec Madame Beckett. Sa première course la ramena au hall, où Madame Beckett la reçut avec les yeux rouges à force de pleurer. « Vous me pardonnerez, mademoiselle, mais je n'ai pas fermé l'œil depuis la construction de la bibliothèque. Je suis ici depuis 30 ans, et je n'aurais jamais imaginé voir un tel état de ruine. » Miss Marple lui tapota la main. « Nous devons tous assumer nos pertes, Madame Beckett. Mais dites-moi, votre maître a-t-il jamais conservé à la bibliothèque des documents susceptibles d'expliquer le deuxième incendie? » La gouvernante hésita. « Il y avait le registre des actes, mademoiselle, et des papiers sur l'incendie de l'aile ouest, il y a des années. Je n'ai jamais su pourquoi il les gardait. Monsieur Atwood n'était pas du genre à s'attarder sur le passé. À moins que, dit doucement Miss Marple, le passé n'ait eu une emprise sur lui. » Madame Beckett détourna le regard. « Je suppose que certains le haïssaient pour ce qui s'était passé. Un palefrenier congédié, comme vous l'avez peut-être entendu. Le pauvre garçon jurait que ce n'était pas sa faute. Mais M. Atwood, il pouvait être dur. Il disait qu'il fallait un bouc émissaire. C'étaient ses mots. » Miss Marple inclina la tête. « Bouc émissaire. » De tels mots laissaient souvent de longues ombres. La fierté du colonel, sa visite suivante, fut pour le colonel Baines. Elle le trouva en train d'huiler son revolver sur la table du jardin, l'air un peu défensif. « Il faut bien ranger ses armes, madame, » dit-il. « C'est un habit de soldat, mais je n'en ai plus besoin depuis l'Inde. »
Bien sûr, répondit Miss Marple d'un ton doux. Il est curieux que le revolver de M. Atwood n'ait pas été retrouvé. Il aurait pu nous apprendre quelque chose. Le visage du colonel s'assombrit. C'est de la négligence, voilà ce que c'est. Lennox aurait dû mieux surveiller. De mon temps, les preuves ne disparaissaient pas si facilement. Les preuves se cachent souvent d'elles-mêmes, disait Miss Marple. Elles attendent qu'un imprudent les laisse apparaître. Le colonel grogna, mais Miss Marple remarqua la rapidité avec laquelle il remit le revolver dans son étui, lorsqu'il estimait que son regard s'attardait trop. La confusion de Clara plus tard dans la journée. Clara Godfrey revint une fois de plus voir Miss Marple, les yeux gonflés de larmes. « Oh, Miss Marple, Lionel a tellement changé. Il parle de quitter le village. Il dit que nous ne sommes pas en sécurité ici. Mais je ne peux pas abandonner le manoir, pas tant que tante Édith dépend de moi. Et il y a autre chose. »« Oui, ma chère. Lionel m'a demandé de fouiller le bureau de mon oncle à la recherche de papiers. Il a dit qu'il devait y avoir quelque chose de caché. Une police d'assurance, peut-être. Je ne pouvais pas le faire, ça me semblait mal. Mais il a tellement insisté. » Miss Marple posa doucement la main sur celle de la jeune fille. « Voilà un instinct sage, ma chère. Les choses prises en secret prospèrent rarement. » Les larmes de Clara coulèrent. « Je ne sais plus à qui faire confiance. Même tante Édith me fait peur. Elle disait que tonton méritait ce qui lui arrivait, que les hommes durs meurent souvent d'une mort atroce. » Le regard de Miss Marple s'éclaira. « En effet. Et a-t-elle dit qui avait fait preuve de sévérité ?» Clara frissonna. « Non, mais sa voix... Oh, Miss Marple, elle était dure comme du fer. » Le comte de Miss Vale. Ce soir-là, mademoiselle Vale, pâle et bridée, apporta une autre lettre au cottage de mademoiselle Marple. Celle-ci disait simplement « La justice brûle lentement. » Miss Vale tremblait. « Je ne peux pas le supporter, Miss Marple. J'ai assez d'ennemis parmi les critiques. Je ne pensais pas m'en faire un à Willowbrook. Dites-moi, suis-je en danger ?» Miss Marple la regarda avec une compassion silencieuse. « Nous sommes tous en danger, ma chère, quand on laisse la haine couverte. Mais ceux qui envoient des menaces en révèlent souvent plus qu'ils ne le souhaitent. Les mots choisis, l'odeur sur le papier, et même le moment où ils sont prononcés, tout cela n'est que de petits fils dans un filet plus vaste. » Miss Marple réfléchit. Cette nuit-là, Miss Marple écrivit dans son carnet « Feu passé, bouc émissaire marié, document détruit dans la bibliothèque. Motif, vengeance. Beckett, loyal mais blessé. Accusé injustement. Colonel. Revolver poli. Inquiétant. Arme manquante non comptabilisée. Clara, pressée par Lionel de retrouver des papiers. Édith parle de mort cruelle. D'accord. Reçoit une nouvelle lettre. Thème de la justice à combustion lente. Elle croisa les mains. Le tableau était plus clair maintenant, bien qu'incomplet. Quelqu'un à Willowbrook tissait le feu et la vengeance dans un motif qui les touchait tous. Et Miss Marple, qui avait passé sa vie à tricoter des aiguilles, savait quand un motif était prêt à être terminé. Elle murmura doucement, dans la pièce silencieuse. « Oui, le filet est presque tissé, mais il faut faire le dernier nœud, là où les poissons y entreront d'eux-mêmes. » Chapitre 11. Le filet se resserre. Normalement, la vie de Willowbrook se poursuivait avec ses petites nécessités. Le pain cuit, le lait livré, le facteur sifflant en faisant sa tournée. Pourtant, les villageois avançaient avec une prudence nouvelle, jetant un coup d'œil derrière eux au crépuscule et verrouillant leurs portes plus fermement la nuit. Un meurtre peut être choquant, mais c'est la persistance du danger qui perturbe la plupart. Un matin, Miss Marple était assise dans le salon du presbytère, son tricot accompagnant discrètement le bavardage de Madame Pritchard. La femme du pasteur était profondément indignée. Des lettres, des incendies criminels, des ponts détruits. C'est scandaleux, Miss Marple. L'inspecteur Lennox m'assure que la situation est en ordre, mais on ne peut pas sentir en sécurité. Je lui ai dit hier encore qu'il fallait convoquer une réunion. Si tous les villageois étaient réunis, nous pourrions peut-être débusquer le coupable. Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement.
Les rassemblements sont utiles, ma chère, mais pas toujours comme on l'attend. Les gens font des choses bien étranges quand ils se croient observés. Une suggestion à l'inspecteur. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite à l'inspecteur Lennox dans ses quartiers temporaires du hall. Elle le trouva penché sur un bout de papier carbonisé, le visage ridé par la frustration. « Encore une demi-phrase, » murmura-t-il. « Rien que... brûlé de honte. »« Je chasse les fantômes, madame. »« Les fantômes, » dit doucement Miss Marple, « ont le don de révéler les vivants. Puis-je faire une suggestion ?» Il leva brusquement les yeux. « Je t'écoute. Si vous réunissiez les principaux intéressés, Mademoiselle Fenwick, Madame Beckett, le colonel Baines, les jeunes gens et même la pauvre Mademoiselle Vail, sous un prétexte approprié, vous pourriez observer leur réaction à l'évocation de certains sujets. Une réunion, la lecture de documents, peut-être l'annonce d'une découverte. » Lennox haussa un sourcil. « Vous voulez dire un piège, madame ?»« Oh, rien d'aussi grossier, » dit Miss Marple, ses aiguilles claquant. « Juste une petite observation. » Préparer le terrain. 2 jours plus tard, une invitation fut discrètement lancée. L'inspecteur Lennox demanda la présence des proches d'Harold Atwood au manoir, soi-disant pour entendre une déclaration concernant le testament. La nouvelle se répandit rapidement, comme toujours dans les villages. À l'heure dite, non seulement les principaux personnages, mais la moitié de Willowbrook s'attardait dans l'allée ou dans le jardin du presbytère, attendant des nouvelles. Dans le grand salon du hall, Miss Marple était assise discrètement près de l'âtre. Elle ressemblait, comme toujours, à une vieille dame inoffensive avec son tricot. Pourtant, son regard allait doucement d'un visage à l'autre, notant chaque frémissement, chaque tremblement. Miss Fenwick était droite et raide, la bouche pincée par la désapprobation. Madame Beckett, imposante et sévère, les mains jointes mais agitées, se tenait debout, telle une sentinelle, le colonel Baines, fixant tout autour de lui comme s'il mettait quelqu'un au défi de l'attaquer. Clara, pâle et nerveuse, s'accrochait au bras de Lionel. Miss Vail, assise à l'écart, serrant un carnet contre elle comme si sa vie en dépendait. L'inspecteur Lennox s'adressa à eux d'un ton grave. « Mesdames et messieurs, de nouveaux éléments ont été mis au jour. Parmi les documents récupérés à la bibliothèque, nous avons retrouvé des notes partielles relatives à l'incendie de l'ancienne aile ouest. Elles pourraient s'avérer pertinentes. » Un bruissement parcourut la pièce. Miss Marple, les yeux fixés sur le groupe, vit les réactions onduler comme les cercles d'un caillou dans l'eau. Mademoiselle Fenwick se raidit, ses mains se resserrant sur ses gants. Madame Beckett laissa échapper un léger halètement, rapidement réprimé. Le colonel Baines fronça les sourcils comme s'il était perplexe, mais jeta un coup d'œil à la valise du colonel contre le mur. Lionel se déplaçait mal à l'aise, chuchotant à Clara. Mademoiselle Vail leva sa plume avec une sorte d'excitation morbide. Le lapsus. L'inspecteur Lennox poursuivit. Les notes mentionnent un nom. Le marié congédié, il y a 20 ans. Aussitôt, Madame Beckett perdit ses couleurs. Elle ouvrit la bouche comme pour parler, puis la mordit violemment. Le colonel Baines toussa violemment dans son mouchoir. Et puis, tout à coup, Lionel Reed s'exclama. « Mais c'est impossible, le marié est mort. Il est mort dans un incendie il y a des années. Oncle Atwood me l'a dit. » Un silence s'installa. Les regards se tournèrent vers lui. Clara le tira par le bras en murmurant avec urgence. Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent. Elle seule semblait sereine et sans surprise. « Curieux, » dit-elle doucement dans le silence, « que vous sachiez si précisément ce qui est arrivé au marié, monsieur Reed, puisque l'inspecteur Lennox ne l'avait pas encore mentionné. » Le visage de Lionel devint écarlate. Il balbutia. « Je l'ai entendu quelque part. Mademoiselle Vail, peut-être. » Mais Mademoiselle Vail secoua vivement la tête, les yeux écarquillés. Miss Marple réfléchit. Ce soir-là, de retour à son cottage, Miss Marple écrivit dans son carnet. Le rassemblement a révélé beaucoup de choses. Lionel Reed. Il a trahi des connaissances qu'il n'aurait pas dû avoir. Trop impatient de déclarer le marié mort. Pourquoi ?
Beckett et Fenwick, tous deux sont affligés par la mention du vieux feu. Colonel gardé, étui à armes. D'accord. Effrayé mais observant. Elle croisa les mains. Le filet se resserrait. Chacun avait révélé quelque chose de lui-même face aux fantômes du passé. Mais l'un d'eux avait révélé plus que prévu. La vérité, murmura Miss Marple, est comme la fumée. On a beau essayer de la cacher, elle colle aux vêtements. Chapitre 12. La flamme ravivée. La salle était plus silencieuse qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Après l'annonce de l'inspecteur Lennox, l'assemblée s'était dispersée dans un silence gêné, chacun emportant plus de suspicion que de certitude. Mais Willowbrook ne restait jamais silencieux bien longtemps. Au matin, les rumeurs allaient déjà bon train. Lionel Reed était devenu rouge comme une tomate. Mademoiselle Fenwick avait failli s'évanouir, et Madame Beckett avait été aperçue avec les coins de son tablier trempés de larmes. Miss Marple, cependant, resta calme. Elle avait vu ce qu'elle devait voir. Les fils de la vérité se détachaient, et un nouveau tiraillement risquait de tout défaire. L'exposition du colonel. Cet après-midi-là, elle remonta le chemin et trouva le colonel Baines dans son jardin, cette fois avec son revolver étalé en morceaux sur un tissu. Il leva vivement les yeux lorsqu'elle franchit le portail. « Bonjour, madame. Je m'assure simplement que le mécanisme est en bon état. On ne sait jamais, dans des moments comme ceux-ci. »« Tout à fait, » dit Miss Marple sereinement. Elle se pencha sur les roses, inspectant une fleur avec un intérêt apparent. « Je suis sûr qu'un revolver peut donner confiance à un homme. Mais bien sûr, une arme disparue dans une maison est une toute autre histoire. Quelqu'un pourrait bien être amené à en rendre compte. » Le colonel toussa et s'occupa de son chiffon huilé. Si Lennox avait un peu de bon sens, il l'aurait déjà trouvé. Les yeux de Miss Marple brillèrent de faiblement. « On découvre souvent des choses, colonel, surtout quand on les cache trop soigneusement. » Elle le laissa la regarder partir, n'appréciant pas l'implication. Une quasi-tragédie. Ce soir-là, tandis qu'on allumait les lampes dans les chaumières, un cri s'éleva près du presbytère. Clara Godfrey s'était effondrée dans le chemin, toussant violemment, le visage pâle comme de la craie. Mademoiselle Pritchard se précipita à son secours, tandis que les villageois se pressaient autour d'elle. « C'était le cacao !» haleta Clara. « Un goût amer si étrange. » L'inspecteur Lennox arriva rapidement. La coupe dans laquelle Clara avait bu se trouvait encore sur le perron du presbytère. Il la renifla d'un air sombre. « Du poison. Quelqu'un a essayé de finir ce qu'il avait commencé avec son oncle. » Des halètements s'élevèrent. « Du poison. Qui voudrait ?» Miss Marple, penchée sur la jeune fille, observa d'une voix calme. « C'est curieux que la tasse soit placée si près de la fenêtre ouverte, comme si elle était destinée à être trouvée. » Clara sanglotait, serrant la main de Miss Marple. Lionel se tenait à proximité, pâle mais provocateur. « C'est un avertissement, » insista-t-il. « Celui qui a tué Atwood veut nous tuer tous les deux. » Le regard de Miss Marple se posa sur lui avec une douceur particulière. « Ou peut-être, ma chère, est-ce justement pour suggérer cela? Le piège est tendu. » Ce soir-là, Miss Marple rendit visite à l'inspecteur Lennox au manoir. Il était las, le front plissé d'exaspération. « Ce village va me rendre fou, » murmura-t-il. « D'abord Atwood, puis le feu, puis les ponts, et maintenant le poison dans le cacao. Je pourrais tous les arrêter et en finir. »« Ah, mais ça ne répondrait pas à la question, » dit doucement Miss Marple. « Et c'est toujours la réponse qu'il faut trouver. » Il la regarda attentivement. « Tu as vu quelque chose, n'est-ce pas ?» Miss Marple croisa les mains. « J'en ai vu assez pour savoir comment faire éclater la vérité. Mais il faut le faire avec délicatesse. Si vous voulez bien organiser une autre réunion ici, au manoir, disons demain soir, je ferai en sorte que le coupable se révèle. Vous n'avez qu'à observer. » Lennox hésita, puis hocha la tête. « Très bien, madame. Mais si ça tourne mal... » Miss Marple sourit. « Mon cher inspecteur, il est toujours sage de douter de l'utilité des aiguilles à tricoter et de la mémoire du village. » Miss Marple réfléchit. «
De retour dans son chalet, elle écrivit dans son carnet « Clara empoisonnée, trop dramatique. L'objectif était d'effrayer, pas de tuer. Qui y gagnerait si Clara était éliminée, ou si les soupçons se portaient ailleurs? Lionel, impatient de formuler un avertissement. Il a trahi la connaissance du marié. Trop de protestations. Colonel, revolver maladroitement manipulé. Fierté en jeu, mais pas le talent pour de telles lettres. Beckett et Fenwick. Fierté blessée, loyauté. Mais le style épistolaire est grossier. Quelqu'un de plus jeune, plus impulsif, modèle. Chaque acte, incendie, poison, accident, visait non seulement à détruire, mais aussi à symboliser. La haine est théâtrale, pas seulement pratique. Elle ferma le livre et posa son tricot sur ses genoux. Demain, la pièce prendrait fin. Elle parlerait doucement, ne posant que la bonne question au bon moment. Et le coupable, incapable de résister, tomberait dans le filet qu'elle tissait depuis la fête. « La flamme, » murmura Miss Marple à la lumière de la lampe, « a suffisamment brûlé. Demain, nous verrons dans quelle main tient l'allumette. » Chapitre 13. Les sources du piège. Le grand salon de Willowbrook Hall n'avait pas été aussi rempli depuis la dernière fête de Noël d'Harold Atwood. Pourtant, cette réunion était d'une nature plus sombre. À la demande de l'inspecteur Lennox, tous les proches du défunt se rassemblèrent. Mademoiselle Fenwick, raide et austère, Madame Beckett sombre en noir, le colonel Baines hérissé, Clara et Lionel, serrés l'un contre l'autre, Mademoiselle Vell, pâle mais impatiente de consigner, et dans un fauteuil bas près de l'âtre, Mademoiselle Marple son tricot sur les genoux et le regard calmement attentif. L'inspecteur parla d'un ton grave. « Nous sommes ici, mesdames et messieurs, parce qu'il y a eu trop de violence et trop peu de vérité. Monsieur Atwood a été assassiné. Depuis, il y a eu des incendies, des sabotages, des empoisonnements. Trop, c'est trop. Ce soir, la situation sera clarifiée. » Miss Marple regarda autour d'elle. « Ce n'est pas l'inspecteur Lennox qui nous apportera cette clarification, » dit-elle doucement, « mais vous-même. Car la méchanceté se trahit quand on tire sur le bon fil. » Le vieux feu. Elle tourna son regard doux vers mademoiselle Fenwick. Il y a 20 ans, un incendie éclata dans les écuries de l'aile ouest. Un jeune palefrenier fut renvoyé en disgrâce. Ce renvoi, brutal, engendra une amertume qui ne s'éteignit pas. Harold Atwood le savait, et il le redoutait. Il conservait des papiers à la bibliothèque, témoins du passé. Et maintenant, ces papiers sont réduits en cendres. Les lèvres de mademoiselle Fenwick se pincèrent. Mon frère était toujours sévère. Je l'avais dit à l'époque. Mais ce palefrenier, il était nul. Était-il inutile ou simplement utile? Murmura Miss Marple. Les boucs émissaires sont très utiles. Pourtant, ils n'oublient pas toujours leur rôle. La coupe empoisonnée. Elle se tourna ensuite vers Clara. Et puis, ma chère, le cacao empoisonné. C'était une mise en scène, destinée à te terrifier et à accroître les soupçons. Mais la dose était absurde, assez amère pour être amère, pas assez pour tuer. Un spectacle pour le village. Clara frissonna. Le bras de Lionel se resserra autour d'elle. « Tu veux dire que quelqu'un a mis ça en scène ?»« Oui, » répondit doucement Miss Marple, « pour suggérer un danger là où il n'y en avait pas, pour détourner l'attention du véritable dessein. » Les faux suspects. Ses aiguilles claquaient doucement. Madame Beckett s'est disputée avec Monsieur Atwood à propos de charbon. Le colonel Baines détestait ses manières. Mademoiselle Fenwick s'offusquait de son emprise. Chacun avait peut-être un mobile, mais aucun d'eux n'envoya de lettres, chacune sentant légèrement la fumée, griffonnant des rumeurs de bûcher. C'était quelqu'un de plus jeune, de théâtral, quelqu'un qui souhaitait que le village voie non seulement une mort, mais un drame. Ses yeux se posèrent enfin sur Lionel Reed. Le glissement révélé. « Monsieur Reed, » dit-elle gentiment, « vous avez parlé l'autre soir de la mort du marié. Vous l'avez déclaré mort avant même que l'inspecteur Lennox ne nous l'ait révélé.
Comment pouviez-vous le savoir, à moins d'avoir lu les papiers qu'Harold Atwood gardait sous clé, ou d'avoir écrit vous-même les lettres qui évoquaient le passé? Le visage de Lionel rougit. N'importe quoi. Je l'ai entendu dire par Clara. Clara haleta.